tu sais, sous antidépresseurs et tout ça, des fois, on est à fleur de peau. Hein, oui. Vraiment. Bon. Oh, bah. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est quelle heure? Il est 16h30. Il a dit. On attend 2 minutes. On attend 2 petites minutes. Oui, de toute manière, après, il y en a qui rejoignent en cours de route. Voilà. Chacun. Il y en a qui éteignent avant la fin. Il y en a qui disparaissent avant la fin, mais c'est pas grave. Vous avez le droit aussi. Il n'y a pas de souci. C'est tout à fait possible. Il n'y a pas de problème. On peut se connecter quand on veut et se déconnecter quand on veut. C'est pas un souci. Bravo à tous, la bibliothèque, le forum et mesdames les lectrices. Vous n'avez pas trouvé de lecteur masculin? J'en ai un sous le coude, je vais le faire au chaud. C'est vrai que c'est très féminin, hein, et y compris dans les lectures. Oui, bien sûr. Ce serait intéressant, de... Il y en a qui s'est proposé tout à l'heure dans la rue. Hein. Oui, oui, tout à fait, tu as raison, il y a eu une proposition tout à l'heure. Donc peut-être qu'en janvier, nous passerons sur des lectures aussi avec des hommes en lecteurs. Voilà, c'est ça que on se dit si ça peut se prolonger et continuer sur le mois de janvier, alors à voir selon quelle régularité, et puis à voir ce que vous disiez, ça peut être chouette aussi qu'il y ait d'autres personnes, et voilà, que ce ne soit pas tout le temps les mêmes qui lisent. Ce qu'on peut faire aussi, c'est que les personnes qui écoutent peuvent proposer des textes aussi. Et dire, on aimerait entendre tel auteur, nous donner des idées, parce que c'est parfait. Très bonne idée. Moi, ça fait que 2 fois que je le fais, mais 3 fois. Mais c'est vrai que c'est un peu... J'ai un plein sac de livres à lire. Il faut lire, il faut voir ce qu'on lit, ce qu'on enlève, parce que des fois, il y a des textes, on dit, oh non, ça... Oui, c'est ça. Alors voilà, donc un appel est lancé, n'hésitez pas aussi à faire vos propositions. Il y a Corinne qui nous rejoint. Oh, ben, il y a du monde. Mais oui, c'est un petit rendez-vous qui plaît bien, les lectures. Ah, et Martine, finalement, arrive à la bibliothèque. Vous m'avez vu? Alors, on te voyait. Oui, tu étais connectée. Oui, mais alors, chaque fois, il y avait marqué zut, plantage renouvelé. Ah oui, d'accord. Suite au micro. Ah, d'accord. Alors, j'ai dit suite au micro, ça veut dire quoi, ça? Bon. Alors, j'ai tout débranché, j'ai recommencé. Après, j'ai vu... Eh bien, on verra avec Jérémy, alors... J'ai dit, bon, ben, j'y vais, hein. Regarde, prends donc le fauteuil. Voilà, Martine, invitée spéciale. On pouvait faire un peu de présentiel aujourd'hui. Je me suis demandé, oui, en fait. De quoi? Que si on pouvait aujourd'hui dire qu'il y a un petit nombre présent ensemble dans la pièce, je ne sais pas. Bon. Vous n'avez pas le droit de venir? On ne sait pas. Si, normalement, on est en vidéo, mais écoute, reste sur ton fauteuil. Bienvenue. Je vais mon sac, maintenant, il est là derrière. Je vais pas prendre des affaires. On va démarrer. Donc aujourd'hui, on est avec Mick et Monique, voilà, qui vont nous proposer 2 lectures. Et je vous laisse démarrer comme vous avez envie. Oui, parce que moi, j'ai un texte du milieu, puis un tout petit conte pour finir rigolo. Non, c'est pas très long. Alors, j'ai un petit livre de Driss Schreibi. Je ne sais pas si vous connaissez cet auteur. C'est un Marocain qui a vécu longtemps à Cré, qui a mis ses enfants au lycée, puisque je crois que Josiane les a eus comme élèves. Et je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps, en fait. Et j'ai trouvé c'est un petit texte très joli dans ses mémoires. Donc, c'est vu, lu et entendu. Alors, je vous lis le début. Je remercie la vie, elle m'a comblée. En regard d'elle, tout le reste est littérature, pour ne pas dire solitude. À mon âge, 71 ans déjà, je remonte à pas paisible le chemin parcouru, sans notion de temps ou d'espace. Je me tourne vers mon passé. J'essaie tout au moins.
À Georges Bernard Shaw, mon regretté confrère d'outre-Manche, une dame d'un âge certain avouait le rose-joue qu'elle avait 30 ans. « Ah bon ?» répondit le vieux pince sans rire. « Mais à quel âge êtes-vous né ?» Toute proportion gardée, c'est la question qu'il aurait pu me poser. Non que je sois une femme, vous me connaissez, mais il subsiste un léger doute quant à la date de ma naissance, un certain décalage entre l'oral et l'écrit. On ne récuse pas l'écrit, surtout s'il est officiel. Quant à l'oral, considérons la version officielle. J'ai vu le jour au Maroc, à El Jadida, Mazagan, à l'époque du protectorat, au bord de la mer. Le lieu de naissance ainsi précisé reste à déterminer la date. Chez nous, les indigènes, entre guillemets, il n'y avait pas d'état civil. Et comme on l'a écrit et affirmé souvent depuis les croisades, dans le monde arabo-musulman, le temps ne compte guère en dépit de la passion des Marocains pour les montres de haute précision. Mais il nous fallait nous civiliser, entre guillemets. Selon le manuel français d'histoire, celui-là même qui vantait mes ancêtres gaulois. Pour entrer au lycée Lyautey de Casablanca, je devais avoir une carte d'identité et donc un âge légal. Vêtu d'une djellaba blanche et accompagné de 2 témoins dignes de foi qui lui devaient d'argent, mon père me conduisit par la main au commissariat de police. C'était un après-midi torride, au début de la Seconde Guerre mondiale. Gravement, il déclara au commissaire que je m'appelais Driss, avec 2 S, s'il vous plaît, Idriss en arabe, mais on prononce Driss, que j'étais bien son fils et qu'il était content de moi. Oui, monsieur, sage, obéissant, studieux. Son âge, dites-vous, 11. C'était l'époque des moissons, quand, avec l'aide de Dieu, il est venu au monde. Quelle moisson demanda le commissaire, qui transpirait à grosses gouttes. Orge, avoine, maïs, blé dur. Blé dur, dit mon père. Parfaitement renchéris les 2 témoins d'une seule et même voix, nous étions avec lui. En juillet alors. C'est ça, répondit mon père, en juillet. C'est ça, répétèrent les témoins, en juillet. Au milieu de juillet, proposa le commissaire, il s'épongeait la face et la nuque. Le 15, pourquoi pas le 15, dit mon père. Les yeux du policier me jaugèrent des pieds à la tête et d'une épaule à l'autre. Si j'ai toujours été maigre, disons svelte, ce jour-là, dans ce commissariat, à vue d'œil, je devais mesurer 1,60 m. Après de rapides calculs opérés sur un buvard avec une plume sergent-major, on me nantit d'une date de naissance officielle, certifiée et tamponnée par un officier de police, 15 juillet 1926. J'ai donc 71 ans à l'heure où je commence la rédaction de ces mémoires. La preuve par 9, c'est que mon frère Abdelhak, mon cadet de 4 ans, en a 75. Je ne sais pas s'il s'est adressé au même commissaire, avec les mêmes témoins, dignes de foi. Il n'a jamais fréquenté que la contre-école de la rue, mais il avait besoin d'un permis de conduire. Il mesure 2 mètres. L'habit fait le moine. Il existe une montre humoristique dont les aiguilles avancent à reculons, d'après un conte de Mark Twain. La taille fait l'âge et les paperasses, la civilisation. J'en sais quelque chose, je suis écrivain. Considérons la version de ma mère. Elle est morte, la chère âme, mais sa parole demeure. La pâte à pain venait de lever quand elle avait ressenti les premières douleurs. Il était donc entre 8h et 10h du matin. Le citronnier du patio était en fleurs, c'était indiscutablement le printemps, mars, avril ou mai. Sa cousine Myriam était en pèlerinage à Moulay Yacoub, elle s'en souvenait avec sa mémoire émotive et associative. Je serais par conséquent née en mai, avril ou mars 1930, 31 ou 29, au choix, selon la concordance élastique de l'ère chrétienne et de l'ère égérienne, une équation algébrique à 2 inconnus en quelque sorte. Mais comme cela est loin maintenant, mon fils, disait ma mère en éclatant de rire. Venons-en pour conclure à la déclaration officielle et péremptoire de l'officier marocain d'état civil
auquel j'avais réclamé un extrait de naissance à El Jadida, ma ville natale, et qui, 3 jours durant, avait sué sang et eau pour déterrer les archives. Rien, cher ami, rien de rien, aucune trace, vous n'existez pas. Ce qui revient à dire que je suis un écrivain fantôme, ce qui résout la question. J'aime mon pays, si loin que j'en sois de par le monde, je n'ai qu'à fermer les yeux pour le voir et l'entendre, le sentir et le ressentir. Ici, on l'appelle le Maroc. Sur l'autre rive de la Méditerranée, nous le nommons Al-Maghrib al-Aqsa, l'Extrême-Orient. Au Moyen Atlas, à quelque distance de la ville de Khénifra, une route étroite, escarpée, tout enlacée, mène vers la montagne. Le Djebel Roumiat culmine à quelques 2000 mètres d'altitude. Mais avant de le voir, à 2 ou 3 kilomètres de là, vous entendez un orage continu, assourdissant. Pourtant, il n'y a aucun nuage au-dessus de votre tête. Et ce que vous voyez bientôt, ce que vous entendez de plus en plus cataractant, ce qui va vous emporter la vue et l'intellect, vous ramener instantanément vers l'aube de la création, c'est ça. Le Djebel calcaire est nu, sans un arbre ni un arbuste, hormis quelques buissons de buis, d'où fusent tels des projectiles des écureuils de roche ludiques. De roche en roche, des mouflons se poursuivent en amour et en bond aérien. À main gauche, par-delà le ravin, un python avec juste un œuf blanc, gros comme un melon de Cavaillon, qui va devenir dans quelques saisons un gypaète emplissant le ciel de ses ailes déployées. Les ors, les ocres, les améthystes et les cyennes du soleil levant, et en bas de la falaise, tombant à la verticale, l'abîme à 1000 voix. Des lombes de la montagne en rute, avec toute la force de l'âge, jaillit sa semence puissante et grondante, les 40 sources de l'Oum el-Bien. Ici, nulle trace de pollution, nul signe de ratiocination. On se sent renaître, naître, débarrassé des gangs de la civilisation technicienne et déshumanisante. Il n'y a plus de fossé entre l'homme et son instinct. La première robe est là, tangible. Tout est à découvrir, à aimer, et d'abord soi-même. El Jadida, c'est à l'heure du laitier que j'aime le plus ma ville natale, peuplée uniquement et pour quelques instants encore de besogneux lève-tôt par nécessité, éboueurs, marins pêcheurs, marchands de beignets, dévots, maraîchers, gardiens de fours publics. L'un après l'autre, ils me souhaitent une journée de lumière, tandis que je déambule dans les rues et les ruelles. Entrez avec moi, je vous prie, dans la cité portugaise où le passé a été restauré dans les moindres détails. Regardez sur cette terre, pas plus vaste qu'une esplanade, côte à côte, voisine une mosquée, une église et une synagogue. Tanger, au confluent des deux mers, à la frontière de l'Afrique et de l'Europe. C'est de cette ville qu'en l'an 711 s'était embarqué Tarib ibn Ziyad avec quelques centaines de partisans pour la conquête de l'Espagne. C'était un Marocain. Son rêve fou, il l'avait réalisé pour des siècles. L'Andalousie multiethnique, multiconfessionnelle, une société ouverte, florissante en art et en sciences, à un degré tel que la majorité des musulmans des temps présents s'en souviennent en leur mémoire collective en tant que notre âge d'or. Je suis un descendant de ces Andalous-là. J'ai hérité d'eux ma première culture, et l'un de mes enfants, né en Vendée, se prénomme Tariq. Une question me hante lorsque je considère l'ensemble du monde musulman de cette fin de siècle. Aurons-nous un jour un autre avenir que notre passé? Le Sahara, savez-vous ce qu'est le désert? Et qui vous dira jamais ce qu'est le désert? L'avez-vous entendu chanter? Il chante réellement, quelques instants avant l'aurore, pour peu qu'on lui prête oreille. Grains de sable par myriades, chauffés à blanc toute une journée par un soleil de fournaise, puis frigorifiés brutalement au cours de la nuit. Poussière impalpable, soulevée à hauteur de ciel et hésitant à retomber sur le sol. Gouttes de lumière tombant drue des étoiles et se transformant en gouttes de rosée. Congélation de la rosée, gelure des pierres, racines des dattiers puisant l'âme liquide de la terre.
respiration lente de la terre comme celle d'une femme qui allait. Sève circulant de méa en méa le long des troncs durcis par des générations de sécheresse. Souffle des vents anciens, frais et bénis. Caravane, voyageurs qui avaient traversé le désert et dont les rumeurs avaient laissé derrière eux des résonances d'écho, joie, peine, espoir. Méhari, si chargé d'expérience qu'il ne pouvait plus dire un mot. Poètes disparus, leurs souvenirs vivaces dans les mémoires, leurs paroles transmises de bouche à oreille au fil des âges. Et le silence, ce silence plein de toutes les existences du temps, lumière et obscurité, minéral, humain, végétal, passé et présent, langage, chaque particule émet une note infime, un signe infinitésimal, le suprême avenir étendu sur tous les coumènes de sable et de règles. Avez-vous entendu chanter le désert? Un voyage. Très beau. Ouais. Magnifique. Tu veux nous redire le titre et Ça l'auteur? s'appelle Vu, lu, entendu. C'est les mémoires donc, de Driss Schreiby, qui est mort il y a longtemps. Moi, je l'ai connu un petit peu à Cré. Je savais que c'était un personnage un peu connu à Cré, hein, évidemment. Et il était auteur de romans policiers. Et son personnage favori, l'inspecteur Ali. Donc, il a écrit beaucoup de livres policiers. Et là, c'est ses mémoires. Voilà. Je trouve que c'est beau parce qu'il en parle d'une telle beauté. Moi, j'ai vécu en Tunisie 15 ans. Alors, ça me parle beaucoup parce que c'est pas le Maroc, mais bon, quand même, ces villes qui se réveillent le matin avec cette douceur le matin. Alors, évidemment, dans la journée, l'été, bon, il fait chaud, mais les matins d'été, des matins, c'est magnifique, quoi. C'est le bruit de la ville, les ruelles, ça me manque beaucoup en plus. Mais bon, Non, sans que ça t'a donc je touché. me retrouve un peu. Ah, C'est bien de nous avoir fait partager. Voilà, parce que Schreiby, donc il est quand même d'ici, hein, de la Drôme. Aussi. Merci. Tu l'as connu, Martine? Ouais. Que j'ai connu. Oui, en fait, on a entendu parler parce qu'il était aussi connu à Cré. Bon. Et ben voilà. Eh ben, Alors, à toi. Eh ben, Donc, moi, Dis à merveille. je vous présente mon coup de cœur de la semaine, L'équilibriste de Christian Bobin. Alors, Christian Bobin, il est connu, bien sûr. C'est un poète, écrivain, philosophe, et on retrouve tout ça là-dedans. Et enfin, moi, j'ai été extrêmement émue par ce texte, et chaque fois que je le relis, j'ai toujours de l'émotion. Donc voilà, je vais vous le faire partager. J'espère la faire partager. Voilà. La première fois que je rencontrai l'homme à tête de cheval, je n'avais aucun sucre sur moi. C'était en hiver. Je marchais sur une route de campagne. Je faisais souvent ce genre de promenade, toujours au même endroit. La terre, comme le ciel, est inusable. Toujours du neuf, toujours une surprise à espérer. Les fossés étaient recouverts par une croûte de glace. J'y jetais de temps à autre une pierre. J'aimais voir la glace se fondre sans se rompre. Les pierres s'y incrustaient comme des diamants pris dans une toile d'araignée. Je passais mon temps ainsi, la tête penchée sur les pierres, sur la glace et sur le ciel qui se reflétait dans la glace. Du temps, j'en avais. Les assurances où j'avais travaillé 23 ans venaient de me licencier. J'étais trop vieux pour reprendre un emploi. Personne ne m'avait dit une chose comme ça. Il suffisait que je me la dise à moi-même. 23 ans, c'est beaucoup. Il est temps d'envisager autre chose. Tu ne vas quand même pas passer ta vie à travailler, ce ne serait pas sérieux. Lancer des pierres dans les fossés et capturer ce que j'appelais les papillons de Dieu. Une belle phrase dans un livre, un sourire sur un visage, une tache de soleil sur un mur, voilà qui était autrement plus sérieux, accordé à mon humeur de ces jours. En fait de papillons de Dieu, je n'avais ce jour-là attrapé qu'un méchant rhume. Et puis, cet homme à tête de cheval. Il marchait au fond du pré, lourd et pensif. Je n'osais pas le déranger. Je m'apprêtais à continuer mon chemin
quand le bruit de mes pas sur le sol gelé attira son attention. Il a couru au trot vers la barrière en bois, haute de 50 cm. Il portait un jean noir et une chemise blanche. Sa crinière ondulait joliment sur sa nuque quand il inclinait la tête. Ses yeux étaient larges et sombres comme des prunes détachées de l'arbre. L'amitié vient par de toutes petites choses. Je me suis pris d'amitié pour l'homme à tête de cheval en découvrant la nuit mauve de ses yeux calmes. « Je suis heureux de vous voir, ai-je dit au solitaire dans son pré. »« J'allais vous dire la même chose, m'a-t-il répondu en secouant sa crinière au vent. Et nous avons ri ensemble de notre amitié naissante. Plus exactement, j'ai ri et il a émis. Il était déjà bien tard. Je n'avais que du tabac dans mes poches. Je lui ai dit que je reviendrais demain avec quelques morceaux de sucre. Il sourit. C'est comme vous voulez. Vous savez où me trouver. Je ne quitte jamais ce pré. Et pour le sucre, laissez tomber. Je ne l'aime pas. Je ne goûte que les pommes. Le lendemain, il était là, le même, à quelques détails près. Il avait changé de chemise et de jean. Il a plu cette nuit, me dit-il. Je n'aime pas porter des vêtements nouveaux. Ce jour-là, comme les jours suivants, nous restâmes séparés par la barrière. Il faut toujours un peu de distance, un peu d'air, un peu d'absence, un peu de vide, ou une barrière en bois haute de 50 cm pour que quelque chose arrive. Alors toujours pas de travail? Telle était la question que me posait à chaque rencontre mon nouvel ami. Toujours pas, ou plutôt plus jamais, telle était ma réponse. Ensuite, nous reprenions la conversation là où nous l'avions interrompue la veille. Deux sujets revenaient souvent, la poésie et le cirque. Deux manières de tutoyer les étoiles, me dit l'homme à tête de cheval. Avant de séjourner dans ce pré, je travaillais dans un cirque. J'avais un numéro d'équilibriste avec une amie, une femme à tête de jument. Tous les soirs, nous faisions une petite promenade sur un câble, à 7 mètres au-dessus du sol. Mon ami partait d'un bout du câble, moi de l'autre. Nous devions nous rencontrer au milieu, nous embrasser, puis regagner nos perchoirs en marchant cette fois sur les mains. Puis quelque chose est arrivé, une chose minuscule au début. Mon ami s'est plaint d'une douleur dans le dos. Elle a pensé consulter un médecin, mais tout a été trop vite. 2 bosses sont apparues qui sont devenues 2 ailes en une nuit. Les spectateurs ont apprécié ce qu'ils croyaient être un raffinement de mise en scène. Les enfants surtout étaient en joie. Pour eux, rien d'impossible. Un corps de jeune femme, une tête de jument, 2 ailes bleues entre les épaules, rien ne les choque. Il y avait un trou dans le chapiteau. La veille, un orage avait tourmenté la toile. Des grêlons l'avaient déchirée. Par le trou, un peu de vent passait. Rien d'ennuyeux. La représentation n'avait pas été annulée. Nous avons commencé notre numéro. Quand nous avons parcouru, elle et moi, notre moitié de câble, nous nous sommes embrassés comme d'habitude. Un peu plus fort que d'habitude peut-être. Puis, mon amie a battu des ailes et, en 1 seconde, elle s'est envolée par le trou dans la toile. Les applaudissements ont duré 1 heure. Je ne l'ai jamais revue. Arrivé à ce point de la conversation, mon ami à tête de cheval regarda par-dessus mon épaule gauche, comme s'il se passait soudain dans le ciel quelque chose de passionnant. Je me retournai. Il n'y avait rien. Il en profita pour s'éloigner 1 minute au fond du pré. Quand il revint vers la barrière, je pouvais voir un océan dans chacun de ses yeux. Je fis semblant de ne rien remarquer. Après l'envol de mon ami, je fus incapable de tenir sur le câble. En la perdant, j'avais perdu ma légèreté. Vous comprenez, c'était un jeu d'enfant que de marcher à 7 mètres au-dessus du sol, puisque c'était pour la rejoindre, pour la joie de m'approcher d'elle. J'aurais accompli des prodiges pour cela. Je remontai plusieurs fois de suite sur le câble, mais c'était pour en tomber au bout de 3 pas. Le directeur du cirque me proposa de transformer le numéro en changeant de costume. « Prenez l'habit du clown, me dit-il. Ainsi, vos chutes ne seront plus des maladresses, mais des gags. » Il n'avait pas tort. Il avait même parfaitement raison. Les vrais artistes trouvent leur force dans ce qui les accable. D'un empêchement à vivre, ils font une grâce. J'essayai, mais mes chutes étaient trop réelles.
Je sortais de scène couvert de bleu et je ne faisais rire personne. Il me fallut quitter le cirque, retrouver un travail. J'ai occupé à peu près tous les emplois possibles pour un homme de mon espèce. Le plus agréable, sans conteste, a été homme de ménage dans une petite école. Les enfants grimpaient sur les épaules à la récréation. Nous faisions le tour de la cour plusieurs fois au galop. La fatigue est venue et avec elle une minuscule retraite. Je suis entrée dans ce pré, je n'en sors plus. Au début, je lisais, nuit et jour. Cela m'est passé. Je ne voudrais pas être trop injuste avec les livres. Je leur dois de belles heures. Ils viennent, ne l'oublions pas, des arbres. Parfois, ils sont sous liel. Certaines phrases de certains livres bruissent comme les feuilles de l'acacia. Mais j'attends tellement plus. Ne me demandez pas ce que j'attends ainsi, je ne saurais pas vous répondre. Ce qui est sûr, c'est que toute la sagesse écrite du monde ne peut rien pour moi. J'attends quelque chose de plus grand que ce qui peut s'écrire. Mais je vois que le ciel se couvre. Vous devriez rentrer. Les pommes que vous m'avez amenées aujourd'hui étaient exquises. Vous les avez achetées au marché? Le temps passait. La crinière de mon ami à tête de cheval blanchissait et je devenais plus sensible au vent du nord. À la conversation sur les livres s'ajoutaient quelques propos sur la meilleure manière de soigner les rhumatismes. Nous étions d'accord, il n'y a pas de meilleure manière de soigner les rhumatismes. Le corps est comme une barque. Dans l'enfance, elle est légère, un rêve d'embarcation, un voilier de papier blanc. Avec le temps, le papier prend l'eau et la barque s'enfonce. Vivez en bonne attente avec vos rhumatismes, me conseillait l'homme de tête de cheval. Il prouve que vous êtes bien sur terre, vivant. Rien ne doit nous empêcher de parler et de chercher en parlant. Rien ne doit gâcher le plaisir de nos rencontres. C'était un mardi, je crois. Je ne l'avais jamais vu aussi radieux. J'ai trouvé, me dit-il, j'ai trouvé ce que j'attendais. Enfin, pas tout à fait, mais j'ai trouvé un mot pour le dire. Vous ne devinerez jamais. J'essayais pourtant. Dieu? La mort? L'amour? Pas du tout, répliqua-t-il. Vous cherchez du côté du plus grand. C'est une erreur sans doute inévitable. Moi-même, je l'ai commise jusqu'à ce matin. C'est tellement plus simple. J'attends le printemps. Je dus avoir l'air stupide. Il me précisa sa réponse. Sa parole se précipitait. Je la rapporte ici le plus fidèlement possible. C'était une parole sans folie, malgré les apparences. Je le sais, j'ai déjà vu des fous. Ils peuvent être calmes ou en colère, bavards ou taciturnes. Ils ont tous en commun une tristesse noire. La parole que j'entendais ce jour-là était pleine de lumière et de gaieté. Ce que j'appelle le printemps, me dit-il, n'est pas affaire de climat ou de saison. Certes, je ne suis pas insensible à la résurrection du mois de mai, à cette candeur nouvelle de l'air qui rend le cœur si rouge et les filles si moqueuses. Mais on peut toujours objecter que cette résurrection sera bientôt suivie par un nouvel hiver, un goutte à goutte de la mort froide. Les saisons sont rondes, bégayantes. Ce que j'appelle le printemps brise ce cercle-là, comme tous les autres. Cela peut surgir au plus noir de l'année. C'est même une de ses caractéristiques. Quelque chose qui peut venir à tout moment pour interrompre, briser et au bout du compte, délivrer. J'avais apporté un panier de pommes à mon ami à tête de cheval. Pas des golden trop fades, des petites grises, cabossées, juteuses à souhait. Il en croquant une avant de poursuivre. Je vois votre étonnement. Je vois que vous ne me comprenez pas. Je vous rassure, le printemps n'est rien de compréhensible. C'est même ce qui lui permet de tenir dans 3 fois rien. Un bruit, un silence, un rire. Tenez, à propos de rire, à l'école où je travaillais, il y avait une petite fille dont la mère était morte dans un incendie. J'aimais regarder son visage pendant les récréations. Dans ses yeux, il y avait un peu de gravité et beaucoup de rire. Elle n'avait connu sa mère que 4 ans, et ces 4 ans avaient été, à l'évidence, plus gorgés d'amour que 4 siècles. Telle était ma pensée devant ce visage. La mère, de son vivant, a versé une coupe de champagne dans l'âme de son enfant, d'où le pétillement dans les yeux de la petite fille. Cette pensée que j'avais alors était une pensée printanière. Il n'y a rien à en conclure.
Le printemps se moque de conclure. Il ouvre et ne termine jamais. Il est dans sa nature d'être sans fin. Ce que j'appelle le printemps ne va pas sans déchirure. C'est une chose douce et brutale. Nous ne devrions pas être surpris de ce mélange. Si nous le sommes, c'est que la vie nous rend distraits. Nous ne faisons pas assez attention. Si nous regardions bien, si nous regardions calmement, nous serions effrayés par la souveraineté de la moindre pâquerette. Elle est là, toute bête, toute jaune. Pour être là, elle a dû traverser des morts et des déserts. Pour être là, toute menue, elle a dû livrer des guerres sans pitié. Ce que j'appelle le printemps est une chose du même ordre, une chose qui brille comme une pâquerette ou comme un lutteur couvert de sueur. Rien de tranquille, ni de gagné d'avance. Un croquat de pommes supplémentaires, les dernières du panier. Un autre signe du printemps, de ce que j'appelle ainsi, est que lorsqu'il arrive, nous ne nous y retrouvons plus. Nous devenons des gens, comment dit-on déjà, déplacés. Imaginez un invité qui, sans prévenir, avant que vous ayez eu le temps de choisir pour lui, s'installe sur votre chaise préférée. Tout le monde a chez soi une chaise préférée. Sur le coup, vous ressentez un léger désagrément. Et puis, très vite, la fraîcheur vient. Presque rien n'a changé. Et ce presque rien change tout. Vous prenez une autre chaise que celle habituelle. Vous avez devant vous un autre paysage. Vous êtes bien toujours chez vous. Oui, mais vous y êtes de la plus belle façon, de passage. Nous nous accoutumons trop vite à ce que nous avons. Dieu merci, le printemps vient parfois remettre du désordre dans tout ça. Nous découvrons que nous n'avons jamais rien eu à nous. Et cette découverte est la chose la plus joyeuse que je connaisse. Il se tut, replia ses oreilles en arrière comme sous l'effet d'une contrariété. Je lui demandai s'il ressentait toujours cet élancement entre les deux épaules dont il s'était plaint la veille. « Pas du tout, me dit-il, c'est passé. Ce devait être un coup de froid. » Je voudrais nuancer mon propos sur les livres. S'ils ne comblent pas mon attente, ils l'apaisent et ils la fortifient. Lisez ceci que j'ai recopié pour vous cette nuit. Quand j'ai découvert ce poème, j'ai eu le souffle coupé. La beauté m'a toujours fait cet effet-là. C'est même ainsi que j'imagine ma mort. Une chose, un jour, viendra à ma rencontre. Cette chose sera si pure que je ne saurai plus quoi en penser, plus quoi en dire, et que j'en aurai le souffle coupé, définitivement. Ne vous inquiétez pas, je vis depuis toujours dans le sentiment de ma disparition prochaine, et c'est un sentiment heureux. Il simplifie et libère. Mais lisez plutôt. L'auteur de ce poème anglais, est anglais. Il s'appelle William Black. Il a vécu au siècle des Lumières. Il était violent et naïf. Son poème ne parle pas du printemps, et pourtant rien n'est venu plus proche. Les sourires qu'on a souris ne sont qu'un unique sourire entre le berceau et la tombe. On ne le sourit qu'une fois, mais fût-il une fois souri, c'est la fin de toute misère. Je pris le poème des mains de mon ami. Pour lire un roman, il faut 2 ou 3 heures. Pour lire un poème, il faut une vie entière. Je lus. J'étais loin d'avoir une parfaite intelligence de ce texte, mais il n'est pas indispensable de tout comprendre d'une chose pour l'accueillir entièrement. Il me sembla que pendant ma lecture, beaucoup de nuages roulèrent dans le ciel, beaucoup d'étoiles apparurent et disparurent. Plusieurs jours et plusieurs nuits passèrent. Quand je relevai la tête de ma feuille, mon ami n'était plus là. Je l'appelai, je le cherchai partout en vain. Je prêtai vite. Je devinai que c'en était fini de nos entretiens et que je ne le reverrais plus. J'allai au marché, j'achetai une pomme. Je mis un temps fou pour la choisir. Elle était petite, grise, salée et pleine de sucre. Je la mangeai lentement. C'était ma façon de dire adieu à mon ami. Adieu est un mot que la vie, bonne nourrice, nous apprend à mâcher lentement. De l'homme à tête de cheval, je ne gardais peu de choses. Un poème anglais et quelques touffes de crin accrochées à la barrière. Il me restait aussi ces paroles et leur gaieté contenue. Je rentrai chez moi pour les noter. J'y rentrai non sans mal. Depuis quelque temps,
Ma maison flottait à 30 cm au-dessus du sol. Elle tournait avec le vent. Je n'avais jamais la même image à ma fenêtre. Mais ceci est une autre histoire que je raconterai un autre jour. Voilà. Super. Oui. Alors, pour ceux qui souhaiteraient se le procurer, il ne se fait plus. Il faut négocier avec toi. Non, même pas. Un prêt. Il n'est pas à moi. Ah, il n'est même pas à toi. Non, je le cherche. Mais... D'accord. Ah là là. Voilà, c'était vraiment mon coup de cœur. Oui, ça demandé à la librairie. Non, bien sûr. Voilà. Merci de nous avoir fait partager ça. Et je vais encore le relire, je pense, ce soir, parce que Tu vas chaque fois, l'apprendre je par trouve cœur. quelque chose. Et le poème, il est pas beau, ce poème. Il y a des Voilà. phrases magnifiques. Ouais. Ouais, Ouais. c'était vraiment, oui, et c'est plein de réflexions derrière. On pourrait faire derrière un petit atelier philosophique. Un petit atelier philo, ouais, Ah, suite mais à ça. Je suis pas compétente. Voilà. Appel à compétences d'atelier philo. Alors, Monique, tu as une Alors, je autre vais continuer à lecture, lire. Ouais. Moi, je vais m'en aller. Ouais, tu y vas, Parce que Martine. Je sais que j'ai une réunion maintenant, mais je ne vais pas à la réunion de. Je me suis excusée. Hein. Ok, mais pas de souci. Vas-y. Bon, On va faites continuer. Juste, on va continuer. ouais. Allez, on fait le compte rendu. Merci. Monique, allez, on te laisse la Alors, place. on va pour les quitter le Maroc pour l'Afghanistan. Alors, c'est un livre que les gens doivent connaître parce qu'il est quand même connu. De Khaled Hosseini, Les cerfs-volants de Kaboul. Ah, oui. Donc, c'est l'histoire le début, évidemment, c'est un peu comme le Schreibi, c'est un peu ses mémoires. Quand il est enfant, c'est un enfant d'une famille riche. Il a perdu sa maman à sa naissance. Son père est un homme riche, assez dur. Et ce petit garçon, il est en admiration devant son père, mais en même temps, il le craint beaucoup. Et en plus, il a envie de se faire aimer par ce père qui est un peu distant, un peu imposant. Donc, voilà. Alors, je vous lis un passage. Il circule au sujet de mon père une histoire selon laquelle il aurait un jour affronté à main nue un ours noir du Bélouchistan. Eût-elle concerné n'importe qui d'autre, les gens n'y auraient vu qu'un exemple de l'âge, cette tendance à l'exagération propre malheureusement à presque tous les Afghans. Au point que lorsque l'un d'eux se vante d'avoir un fils médecin, il y a de fortes chances pour que ce dernier ait simplement réussi un devoir de biologie au lycée. Mais personne n'a jamais rien mis en doute au sujet de Baba. Et quand bien même cela aurait été le cas, ma foi, il pouvait montrer les 3 cicatrices parallèles qui dessinaient des sillons irréguliers le long de son dos. J'ai imaginé son combat avec cet ours un nombre incalculable de fois, jusqu'à en rêver. Et dans mes rêves, je ne les distinguais jamais l'un de l'autre. C'est Rahim Khan qui, le premier, a donné à Baba son célèbre surnom de Toufan Aga, Monsieur Ouragan. Celui-ci lui allait à merveille. Mon père était une force de la nature, un immense spécimen patchoun à la barbe drue, aux cheveux bruns bouclés, coupés courts, aux mains si puissantes qu'elles semblaient capables de déraciner un saule, et au regard noir si menaçant qu'il aurait poussé le diable à s'agenouiller devant lui pour implorer sa pitié, ainsi que le prétendait Rahim. Lors de soirées, il suffisait que son mètre 92 déboulât dans une salle pour que toutes les têtes se tournent vers lui, comme les tournesols vers le soleil. Il était impossible d'ignorer Baba, même lorsqu'il dormait. J'avais beau m'enfoncer des boules de coton dans les oreilles et rabattre ma couverture par-dessus ma tête, les ronflements de Baba, semblables au grondement d'un moteur de camion, emplissaient la pièce. Ma chambre était pourtant située à l'autre bout du couloir. Comment ma mère a pu dormir dans la même pièce que lui relève pour moi du mystère. Cette question figure sur la longue liste de celles que je lui aurais posées si je l'avais connu. À la fin des années 60, alors que j'avais 5 ou 6 ans,
Baba décida de bâtir un orphelinat. Je tiens cette histoire de Rahim Khan qui me raconta comment, bien qu'il n'eût aucune expérience en la matière, mon père traça lui-même les plans du bâtiment. Les sceptiques tentèrent de le raisonner et le pressèrent d'engager un architecte. Il refusa, bien sûr, et chacun secoua la tête avec consternation devant son entêtement. Puis il mena son projet à bien, et chacun hocha cette fois la tête avec respect devant son air triomphant. Baba finança personnellement la construction d'un édifice d'un étage à 2 pas de l'avenue Jayed Mewang, au sud de la rivière de Kaboul. La construction de l'orphelinat dura 3 ans. J'avais 8 ans à la fin des travaux. Je me souviens que le jour précédant l'inauguration, Baba m'amena au bord du lac Karga, à quelques kilomètres au nord de Kaboul. Nous nous assîmes à une table de pique-nique, juste tous les deux, pour manger des œufs durs accompagnés de sandwichs kofta, du naan avec des boulettes de viande et des pickles. L'eau était d'un bleu profond et sa surface scintillait au soleil, aussi limpide qu'un miroir. Le vendredi, par beau temps, le lac attirait toujours de nombreuses familles, mais ce jour-là tombait en milieu de semaine et il n'y avait que Baba et moi, en plus de quelques touristes barbus aux cheveux longs, des hippies, à ce que j'avais entendu dire. Ils pêchaient assis sur le ponton, les pieds dans l'eau. Je demandais à Baba pourquoi ils avaient des cheveux longs, mais il grogna sans me répondre. Il préparait son discours pour le lendemain, feuilletant des pages manuscrites en désordre, ajoutant des notes au crayon de papier ici et là. Je mordis dans mon œuf et m'enquis s'il était vrai, comme me l'avait affirmé un garçon de mon école, que lorsqu'on avalait un bout de coquille d'œuf, il fallait ensuite le pisser. Baba grogna de nouveau. Je m'attaquai à mon sandwich. L'un des touristes éclata de rire et donna une tape dans le dos de son voisin. Au loin, de l'autre côté du lac, un poids lourd négociait un virage sur la colline. Le soleil se réfléchit dans son rétroviseur extérieur. Je crois que j'ai le saratan, déclarai-je, le cancer. Baba leva la tête de ses feuilles agitées par la brise. Il me répliqua que si je voulais du soda, je pouvais me servir tout seul. Je n'avais qu'à regarder dans le coffre de la voiture. Le lendemain, les chaises manquaient à l'extérieur de l'orphelinat, si bien que beaucoup durent rester debout pour assister à l'inauguration. J'avais quant à moi pris place derrière Baba, sur la petite estrade dressée juste devant l'entrée principale du nouveau bâtiment. Vêtu d'un costume vert et d'un chapeau en caracoule, mon père perdit ce dernier au beau milieu de son discours à cause d'une bourrasque, ce qui provoqua l'hilarité de l'assistance. Il me fit signe de le lui tenir. J'en fus heureux. Tout le monde saurait ainsi qu'il était mon Baba. Se retournant ensuite face au micro, il exprima le souhait que l'orphelinat fût plus solidement arrimé au sol que son couvre-chef sur sa tête. À ces mots, l'assemblée éclata de nouveau de rire. À la fin, tous se levèrent pour l'acclamer. Les applaudissements se prolongèrent un long moment et plusieurs personnes vinrent lui serrer la main. À lui, mais aussi à moi, j'étais si fière de Baba, si fière de nous. Cependant, malgré ses diverses réussites, les gens ne croyaient pas en lui. On soutenait qu'il ne possédait pas le sens des affaires et serait plus avisé d'étudier le droit comme son père. Baba leur avait donné tort sur toute la ligne. Mon non content de diriger sa propre entreprise, il était devenu l'un des plus riches marchands de Kaboul et après s'être lancé avec un franc succès dans l'exportation des tapis, avait également ouvert 2 pharmacies et un restaurant avec Rahim Khan. Puis, quand on lui avait prédit qu'il ne ferait jamais un bon mariage, après tout, il n'était pas de sang royal, il avait épousé ma mère, Sophia Krami, une femme très instruite, considérée partout comme l'une des plus belles, des plus vertueuses et des plus respectées de Kaboul. Elle enseignait la littérature persane à l'université et descendait de la famille royale, ce que mon père se plaisait à rappeler aux sceptiques en l'appelant ma princesse. En 6e, au vieux collège Istiklal, nous avons eu pour professeur
un mollah qui nous prodiguait des cours sur l'islam. Mollah Fethullah Khan. Cet homme, petit et trapu, au visage scarifié par l'acné, nous sermonnait d'une grosse voix sur les vertus de la zakat, l'aumône légale, et le devoir du hajj, le pèlerinage à la Mecque. Il nous expliquait aussi les rites complexes à observer 5 fois par jour du namaz, la prière. Il nous obligeait à apprendre par cœur des versets du Coran, et bien qu'il ne traduisît jamais leur sens, insistait lourdement, parfois à l'aide d'une branche de sauve dénudée, sur le fait que nous devions prononcer des mots arabes correctement afin que Dieu nous entende mieux. Il nous déclara un jour que l'islam considérait la boisson comme un péché terrible et que ceux qui s'y adonnaient en répondraient lors du jugement dernier. À l'époque, la consommation d'alcool était assez courante à Kaboul. Même si personne ne les flagellait en public pour avoir levé le coude, les Afghans buvaient surtout chez eux par respect. Baba et moi étions à l'étage dans son bureau lorsque je lui répétais ce que le mollah Fethullah Khan nous avait inculqué en classe. Mon père était occupé à se servir un whisky au bar qu'il avait aménagé dans un coin de la pièce. Il m'écouta, hocha la tête, avala une gorgée, puis il s'installa sur le canapé en cuir et, posant son verre, me hissa sur ses genoux. J'eus l'impression d'être assis sur 2 troncs d'arbres. Il prit une profonde inspiration, puis expira par le nez. Cela produisit un sifflement d'air à travers sa moustache qui me parut durer une éternité. Je ne parvenais à déterminer ce dont j'avais le plus envie, l'étreindre ou bien sauter à terre, empli d'une peur panique. Je vois que tu confonds ce que tu apprends à l'école avec la véritable éducation, lâcha-t-il de sa grosse voix. Mais si ce qu'il dit est vrai, alors est-ce que tu es un pécheur, Baba? Marmonna-t-il en broyant un glaçon entre ses dents. Tu veux savoir ce que ton père pense du péché? Oui. Très bien. Mais d'abord, il faut que tu saisisses une chose et que tu la saisisses tout de suite, Amir. Tu ne tireras aucun enseignement précieux de ces stupides barbus. Tu parles du mollah Fethullah Khan? Il agita son verre, les glaçons s'entrechoquèrent. Lui et tous ses semblables, je pisse à la barbe de ces singes imbus de leur dévotion. Je commençais à pouffer. L'image de Baba pissant à la barbe de n'importe quel singe imbu de sa dévotion ou autre était trop drôle. Ils ne font qu'égrener leur chapelet et réciter un livre écrit dans une langue qu'ils ne comprennent pas. Que Dieu nous aide si jamais l'Afghanistan tombe un jour entre leurs mains. Le mollah Fethullah Khan a pourtant l'air gentil, réussit à objecter entre 2 gloussements. Gengis Khan aussi avait l'air gentil, mais assez discuté. Tu m'as posé une question sur le péché et j'entends y répondre. Tu m'écoutes? Oui, dis-je en serrant les lèvres. Un petit rire m'échappa cependant par le nez et ce bruit semblable à celui d'un cheval qui s'ébroue me fit de nouveau ricaner bêtement. Baba plongea son regard glacial dans mes yeux. Il n'en fallut pas plus pour que je me calme aussi. Je veux te parler d'homme à homme, reprit-il. Tu penses être à la hauteur pour une fois? Oui, Baba, marmonnai-je, sidéré comme à de précédentes occasions, déjà par sa capacité à me blesser autant avec si peu de mots. Bien, approuva-t-il l'air néanmoins sceptique, peu importe ce que prétend le mollah, il n'existe qu'un seul et unique péché, le vol. Tous les autres en sont une variation. Tu me suis? Non, Baba Jeanne, répondis-je en souhaitant désespérément qu'il en fît autant. Lorsqu'on tue un homme, on vole une vie. On vole le droit de sa femme à un mari. On prive ses enfants de leur père. Lorsqu'on raconte un mensonge, on dépossède quelqu'un de son droit à la vérité. Lorsqu'on triche, on dérobe le droit d'un autre à l'équité. Tu comprends? Aucun acte n'est plus vil que celui-là. Amir, enchaîna mon père. Un homme qui s'empare de ce qui ne lui appartient pas, que ce soit une vie ou du pain, je lui crache à la figure. Et si jamais je le croise sur ma route, que Dieu vole à son secours. Tu saisis? J'eus cette vision à la fois exaltante et terrifiante de Baba tabassant un voleur. Oui, Baba,
Si Dieu existe, alors j'espère qu'il a mieux à faire que de s'occuper de savoir si je mange du porc ou si je bois. Maintenant, descends. Tous ces beaux discours sur le péché m'ont donné soif. Je le regardais remplir son verre au bar et me demandais combien de temps s'écoulerait avant que nous ayons une autre conversation de ce type. Car en vérité, j'avais sans cesse le sentiment qu'une partie de lui me détestait. Quoi d'étonnant d'ailleurs. Après tout, j'avais tué sa femme adorée, sa belle princesse, non? J'aurais donc au moins pu avoir la décence de lui ressembler un peu plus, mais je n'étais pas comme lui. Vraiment pas du tout. Merci beaucoup. Wow. Superbe. Ouais. 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 Il est beau, celui-là. Et poignant en même temps. Alors c'est bien, parce que c'est un peu d'actualité aussi avec tous ces barbus et tout ça. Et l'Afghanistan, malheureusement. Maintenant, Il reste encore du monde? Eh ben oui, regarde, nous avons Stéphanie, Elisabeth, Françoise, Corinne, si vous voilà. Est-ce que je termine par mon petit conte? Un petit conte? Petit. Allez. Ça s'appelle le miroir magique. Et c'est tiré des plus beaux contes zen. Voilà. Alors, Iriku avait beaucoup aimé son père. Aujourd'hui, le vieillard avait rejoint les ancêtres. Souvent, quand il tressait un panier de bambou, Iriku songeait. Si mon épouse n'avait eu tant d'aversion pour mon honorable père, il aurait été plus heureux dans ses vieux jours. Je n'aurais pas hésité à lui manifester mon affection, mon respect filial. Nous aurions eu de longues et douces conversations. Il m'aurait entretenu des gens et des choses du passé. Et une mélancolie le prenait. Un jour de marché, Iriku le vannier écoula son lot de paniers plus rapidement qu'à l'ordinaire. Il se promenait un peu désœuvré parmi les éventaires quand il remarqua un marchand chinois qui offrait souvent des objets étranges. « Approche, Iriku, dit le marchand, j'ai là quelque chose d'extraordinaire. » Et avec un air de mystère, il retira d'un coffre un objet rond et plat, recouvert d'une étoffe de soie. Il le plaça entre les mains d'Iriku et avec précision, il fit glisser l'étoffe. Iriku se pencha sur une surface polie et brillante. Il reconnut dedans l'image de son père, tel qu'il avait été au temps de sa jeunesse. Bouleversé, il s'écria « Cet objet est magique !»« Oui, dit le marchand, on appelle cela un miroir, et sa valeur est grande. » Mais la fièvre avait saisi Iriku. « Je t'offre tout ce que je possède, dit-il. Je veux ce miroir magique et emporter chez moi l'image de mon père bien-aimé. » Après un long palabre, Iriku abandonna au marchand toute sa recette de la matinée. Dès qu'il fut rentré chez lui, Iriku alla dans son grenier et cacha l'image de son père dans un coffre. Les jours suivants, il s'éclipsait, montait au grenier, retirait le miroir magique du coffre. Il demeurait de longs instants à contempler l'image vénérée et il était heureux. Sa femme ne tarda pas à remarquer son étrange conduite. Un après-midi, alors qu'il abandonnait un panier à moitié tressé, elle le suivit. Elle le vit monter au grenier, fouiller dans un coffre, en extraire un objet inconnu, le regarder longuement en affichant un air mystérieux de plaisir. Il recouvrit ensuite l'objet d'une étoffe et le rangea avec des gestes amoureux. Intriguée, elle attendit son départ, ouvrit à son tour le coffre, découvrit l'objet, fit glisser l'étoffe de soie, regarda et vit une femme. Furieuse, elle descendit et apostropha son mari. « Ainsi tu me trompes en allant contempler une femme 10 fois par jour dans le grenier. » »« Mais non, fit Iriku, je n'ai pas voulu t'en parler parce que tu n'appréciais guère mon père, mais c'est son image que je vais voir, et cela apaise mon cœur. » « Misérable menteur, vociféra la femme. J'ai vu ce que j'ai vu. C'est une femme que tu as cachée au grenier. Mais je t'assure, la dispute s'envenimait, devenait infernale, lorsqu'une nonne mendiante se présenta à la porte. Le couple réclama son arbitrage. La nonne monta au grenier, revint. « C'est une nonne, dit-elle. » Voilà. Je peux vous donner la conclusion d'Héraclite qui dit « Tout le malheur des hommes vient de ceux qui ne vivent pas dans le monde, mais dans leur monde. » Ah, mais oui. Merci. Ben, n'hésitez pas, mesdames, puisqu'il n'y a que des femmes, à réactiver vos micros si vous voulez dire un mot
après ces quelques lectures? C'était très agréable. Moi, j'ai trouvé ça formidable. C'est la première fois que j'assiste à ça et vraiment, chapeau. Elisabeth nous disait... Alors, je redis un peu fort parce qu'on n'entend pas bien dans la bibliothèque, là. Elisabeth était très agréable. C'était la première fois qu'elle assistait aux lectures, mais voilà. Un très bon moment. Voilà. Bon, tu as vu, Stéphanie? Oui. C'est beau, c'était beau ce texte. Oui. Alors, il y a juste des fois, ben, tu vois, j'ai pas entendu le poème. J'ai des fois, alors c'est peut-être de moi parce que j'ai pas su augmenter, ouais. J'ai pas tout bien entendu, mais c'était superbe. Les deux, j'ai apprécié, c'était chouette. Ouais. Super, de découvrir en plus, ou de redécouvrir parce que je connaissais. Ouais. Mais je sais pas si c'est le son que j'arrivais pas. Moi, je suis toujours éblouie par la. Tu m'entendais? Oui, c'est Corinne. Je ne sais pas si on m'entend. Si, on t'entend. Oui, on t'entend. Monique, elle est passionnée par ce qu'elle dit. Ça me fascine. Ça me fascine. Ah, c'est formidable, formidable. C'était très joli aujourd'hui, toutes les deux. La bobin, tout ça, c'était très bien. Merci beaucoup, les filles. Un plaisir. Passez de bonnes fêtes quand même. Si vous partez avant de nous dire. Merci à tous. Ouais. Super. Merci au forum aussi. Je vous dis un petit mot. Moi, je suis là avec elle. On ne me voit pas, mais je suis là. Voilà. Coucou tout le monde. Et ben, oui, voilà, en introduction, là, on se disait que c'était des beaux moments, ces lectures-là. Et donc, à voir comment tout ça se prolonge en janvier. Pour l'instant, il n'y a rien de programmé, mais voilà, selon les possibles, les envies. S'il y a des volontaires pour participer aux lectures, bienvenue. Et s'il y a des volontaires et de l'envie que ça continue, et ben, ça continuera. Et donc, la semaine prochaine, lundi, pour les vacances. Alors moi, ouais. Qui est-ce qui c'est Elisabeth qui voulait prendre la parole? Non. Non. Je suis volontaire, mais aux alentours du 15 janvier, je repartirai à la capitale. D'accord. Bon, bah. Donc, après. Tant mieux si c'est après. Oui, bah, on verra. Ouais, je peux le faire de chez moi. Bah oui, ça peut être. Tu peux être à Paris et proposer une lecture pour les gens de Saillant. Oui, ça serait bien même. En vidéo, c'est possible. C'est l'avantage de la vidéo. Et donc oui, lundi. Moi, je voulais rappeler ce petit rendez-vous. Lundi à 16h30, donc lundi prochain, là, c'est ça, hein, 16h30. Bah tiens, Mick, je te laisse dire peut-être. Oh, bah, ça va être plutôt à direction des enfants. On va raconter des histoires de Noël pour les petits. Voilà. Voilà. Donc n'hésitez pas. Communiquez autour de vous si vous connaissez des enfants, voilà, qui viennent nous écouter. Ça dure 45 minutes hein, à peu près, voilà. Voilà. Donc n'hésitez pas à faire passer le mot. Voilà. Oui, exactement. Mais en vidéo ou à la bibliothèque? À la bibliothèque. À la bibliothèque. Et en vidéo. Oui, du coup, oui, il y a aussi à la bibliothèque. Non. Il n'y a pas de présentiel parce que voilà, en fait, ça fait trop de. Les enfants sont souvent avec leurs parents, voilà. ça fera trop de monde. Non, donc, toujours par le même lien vidéo qu'aujourd'hui. Lundi, 16h30, les parents peuvent mettre les enfants devant l'écran. Oui, ils peuvent se contenter d'écouter. Ils peuvent se contenter d'écouter aussi. Et voilà, un petit temps tranquille de conte de Noël voilà, pour enfants. Et pour info, il y a aussi Jérémy qui vous propose mardi à 16h30 un temps en visio, toujours pareil. Là, c'est pour vous faire découvrir les jeux de société en ligne. Voilà, donc Jérémy propose ça mardi à 16h30 pour ceux qui ont envie de découvrir les jeux de société en ligne. Jérémy vous fera découvrir ça. Il faut juste nous s'inscrire, nous dire si vous voulez participer parce que je crois qu'il doit vous inscrire sur la plateforme avant ou quelque chose comme ça. Voilà pour le petit programme de la semaine prochaine, des parenthèses. Voilà. Et ben, merci à tout le monde. Et bien, à bientôt. Voilà. L'année prochaine peut-être. Bonne fin de journée. Et puis, à la semaine prochaine, pour ceux qui seront là la semaine prochaine. Bonne idée, tout ça. Au revoir. Merci.